passe quand même un peu d'un groupe à l'autre. Peut-être on peut laisser terminer avec Soccer, je sais pas, non? Non? Si on m'autorise, je veux bien parler. Alors moi, je ne vais pas lire, hein, vous voyez, je ne lis jamais, vous avez remarqué. Hein. C'est plus agréable d'ailleurs pour tout le monde, hein, quand on ne lit pas, et qu'on comprend surtout ce qu'on dit. Parce que je trouve le débat assez, comment dire, hors sol. Alors d'abord, il est hors sol, je suis désolé Madame Bellet, parce que nous faire croire que les réformes de ce quinquennat en matière fiscale sont des réformes de justice sociale et d'égalité, ça, il fallait l'entendre. Le président des riches, le président qui a supprimé l'impôt sur la fortune, le président qui a introduit la flat tax à la manière de Mme Thatcher, et je pourrais continuer, n'est surtout pas le président des classes moyennes et des pauvres. Et deuxièmement, c'est une recette totalement libérale, là peut-être vous pourriez vous rejoindre, que de s'attaquer à l'impôt plutôt que de le réformer pour essayer de dégager un peu de pouvoir d'achat que les Français n'ont plus, au lieu d'augmenter les salaires, d'augmenter le SMIC, d'augmenter les minima sociaux et de donner enfin un revenu universel à notre jeunesse. Ça, c'est une vraie opposition aux politiques qui sont pratiquées, pas ce que vous venez de dire, qui est de la poudre de perlimpinpin. Donc ça, c'était la première chose. Mais vous êtes la voix de votre maître, on va l'entendre encore ce soir, sans doute de la même manière, et donc on connaît par cœur les choses. Donc maintenant, moi, je voudrais venir à des choses un petit peu plus sérieuses sur effectivement ce débat d'orientation budgétaire, parce qu'on en a perdu un peu le fil de manière générale. Alors, là, je m'adressais à la majorité, à Gérard, à Madame le maire, pour dire quoi? Vous êtes dans une politique qui est toujours la même. Essayez de garder votre valeur étendard et talon, ne pas augmenter l'impôt direct à Aix-en-Provence, si je puis dire, et si je puis utiliser cette expression, quoi qu'il en coûte. Or, en fait, ce n'est plus possible aujourd'hui. Les limites ont été atteintes, et ces limites sont atteintes parce qu'effectivement, l'environnement est de plus en plus défavorable, les recettes sont de plus en plus incertaines, pendant que les dépenses, elles, qu'elles vous soient imputables ou pas, sont de plus en plus lourdes. Il y a une inflation qui concerne les fluides, ça a été évoqué, et il y a une inflation qui concerne la collecte des déchets, pour donner un autre exemple. Il va y avoir une inflation sur ce retour de compétences. Où seront les recettes? On n'est pas du tout dans la compensation là, de l'État. Où seront les recettes? On peut se le demander. Et encore une fois, dans un contexte aussi incertain, eh bien, votre politique qui consiste à surtout pas réfléchir à une évolution de nos recettes et de voir de quelle manière on pourrait trouver des solutions, vous empêche en fait d'avoir une véritable politique. Parce que là où je peux rejoindre certaines critiques, c'est que je trouve que dans ces orientations budgétaires, on voit mal quelle va être la politique de la ville dans un certain nombre de domaines pour les prochaines années. Et pourquoi on ne le voit pas? Parce que, en fait, il y a une forme d'immobilisme chez vous dans ce domaine. Vous êtes acculé en partie à votre corps défendant, mais aussi, je l'ai dit, par votre politique. Et donc, votre politique de prudence devient de l'immobilisme. Et ce qui est important, selon moi, c'est derrière un débat d'orientation budgétaire, quelle va être la politique dans les prochaines années en matière d'investissement, notamment à Aix-en-Provence. Et là-dessus, je dois vous dire que je suis inquiet. Si on revient techniquement sur ce débat d'orientation budgétaire, je pense que vous êtes aussi très gênés par le lien, celui-là je le fais, avec la métropole et le budget de la métropole. On le vote demain. Il est prévu début février pour nous. Il y a un écart énorme et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Alors je ne sais pas si c'est le cas de toutes les communes de la métropole et de leur calendrier. Si c'est le cas, c'est sans doute probablement le cas, alors ce n'est pas normal que la métropole vote demain son budget. Ça ne me semble pas normal en termes de sincérité budgétaire et d'efficacité. Alors ensuite, ce que je voulais également dire, c'est que
la revalorisation des bases locatives, elle va arriver, parce que sinon, on ne peut vraiment plus faire face aux dépenses. Elle va être de 2%, de 3%, elle va arriver. Et donc, de toute façon, dans ce contexte-là, le citoyen aixois, qui ne fait pas bien la différence entre la part de la commune, la part de la métropole, la part du département, lui va constater une augmentation des impôts. Ce qu'on lui a retiré d'un côté, ce qu'on lui a octroyé d'un côté, entre guillemets, on va lui prendre de l'autre mécaniquement, même si ça met un peu plus de temps que ce qu'apparemment on l'a exempté, donc notamment de la taxe d'habitation. Donc je pense que effectivement, comme ma collègue Agnès Dor, c'était une très mauvaise mesure, comme la taxe professionnelle, sa suppression pure et simple, au lieu de réformer ces impôts qui étaient des impôts anciens, importants, qui pouvaient donner lieu à une réforme intelligente et juste fiscalement. On a fait de la démagogie et on a préféré supprimer, mais en supprimant, évidemment, ça personne ne peut le contester. Et là, je rejoins effectivement ce qui a été dit, l'autonomie fiscale des communes n'est plus là, et de moins en moins là, d'où le fait qu'en fait, toute politique indépendante de ce côté-là devient de plus en plus décisive, de plus en plus difficile. Pardon. Ensuite, moi, je ne vous reprocherai pas la dépense, puisque Gérard en a ri. Moi, je pense exactement l'inverse. C'est-à-dire que je pense que vous ne préparez en rien l'avenir, vous n'investissez pas suffisamment, et peut-être faut-il voir du côté de la masse salariale ce qui serait à réformer, mais sûrement pas en diminuant le service public, comme me dirait mon collègue Pierre Spano, auprès des citoyens aixois. Et la question du GVT, j'ai eu à le traiter en tant que président d'université, ce n'est pas une mince affaire, ce ne sont pas des sommes négligeables, et c'est très, très, très difficile à mettre en place. Et je vais tout vous dire, l'autonomie des universités de Madame, comment elle s'appelle ? Madame Pécresse, pardon. L'autonomie des universités de Madame Pécresse, elle a en partie échoué, ou elle a trouvé ses limites sur cette question du GVT. Je l'avais traité à l'époque en tant que président d'université très difficilement. Donc je pense que c'est un piège pour vous. Regardez très attentivement de ce côté-là. Après, je termine simplement. Eh bien oui, vous avez de l'épargne, mais vous allez maintenant rogner sur cette épargne. Vous allez devoir emprunter. Donc même dans ce domaine, même si c'est objectif, il y a quand même encore une belle capacité de financement à Aix-en-Provence, on voit bien que petit à petit, là aussi, vous allez trouver des limites à la fois à votre politique et à un environnement qui vous contraint et qui, selon moi, va contraindre encore plus demain, selon qui sera à la tête de l'État après l'élection présidentielle, notamment si c'est à droite, toute droite confondue, si je puis dire, eh bien, je crains encore une désaffection, un retrait de l'État sur les questions les plus fondamentales qui touchent nos communes, comme le service public de proximité. Gérard. Oui, Marc, plusieurs choses. Je suis d'accord avec toi sur le fait que la métropole n'aurait pas dû voter son budget maintenant. Pour les raisons que j'ai soulignées tout à l'heure, l'incertitude sur les recettes et l'évolution des dépenses est trop grande, beaucoup trop grande. Et donc, ça veut dire que le BP de la métropole va être un BP insincère, le terme est peut-être un peu trop fort, mais il va être peu probable. Voilà, c'est ça. Alors, je ne sais pas, le concept de sincérité, depuis que ce concept existe, ce n'est pas d'aujourd'hui. Tu avais un collègue qui s'appelait Loïc Philippe, qui était très féru là-dessus, et qui disait, mais c'est pas possible d'utiliser un terme psychologique comme ça pour un problème de chiffres budgétaires. Je partage, le terme de sincérité est difficile à employer. Cela dit, je voudrais... Tu dis à peu près la même chose que ce qu'a dit Madame Petel tout à l'heure sur l'évolution des recettes. Je voudrais bien vous faire comprendre là. C'est là où je diverge un peu avec toi là-dessus. Nous n'avons pas atteint les limites de la fiscalité. C'est pas vrai du tout. En ne modifiant pas les taux, on a quand même une augmentation des recettes. Et pas uniquement à cause de la revalorisation des bases cadastrales, mais par l'attractivité de la ville. La ville est attractive. Et donc, à taux constant, le nombre de foyers fiscaux augmente. La dynamique économique de la ville fait qu'il y a une valorisation de plus en plus importante et que ça se traduit dans les recettes fiscales. C'est ça le point important.
C'est pour ça que je désapprouve, Marc, ce que tu dis sur l'immobilisme. Oui, on a un immobilisme des taux fiscaux, mais grâce à un dynamisme économique lié à l'attractivité de la ville. Enfin, ça, vous voulez dire, Monsieur Bramoulet, que puisque vous construisez, notamment sur le plateau de Péricard, mais partout ailleurs, vous arrivez à augmenter les bases fiscales. Oui, effectivement, les Aixois, on va être contents ils sont contents de l'apprendre. Préférez peut-être une petite. Je ne sais pas si vous avez à l'esprit le nombre de rapports que nous avons à examiner. C'est fou. Hein. Quand on a besoin de logements pour loger les Aixois, hein, c'est pour ça qu'on construit, pour faire des logements. Si vous voulez quelques logements sociaux, peut-être, ça serait bien. Ne mélangez pas tout, ne mélangez pas tout, s'il vous plaît. Centrons-nous un peu sur les rapports. Parce que je pense que toi, tu peux comprendre, si d'autres ne comprennent pas. Cet immobilisme, que tu dénonces, un immobilisme des taux de la fiscalité, mais pas du tout, hein, du dynamisme de la ville. Alors, je sais que c'est compliqué. Comment on peut augmenter les recettes fiscales sans augmenter les taux de fiscalité? Voilà, c'est une petite question basique qu'on traite en première année. Hein. Marc, c'est pas très compliqué. Voilà, hein. Il suffit de regarder l'évolution des bases physiques et des relations. Il suffit de regarder combien on construit de logements dans la ville. Voilà, comme ça, on sait combien de foyers fiscaux vont payer d'impôts supplémentaires. Non, là, Madame Medellé, je crois quand même qu'il faut un peu se contenir.